Émilie fut appelée au centre du village par sa belle-mère, Margaret, qui se tenait là, les bras croisés et les yeux flamboyants. Tout le village s'était rassemblé, avide de ragots. La voix de Margaret fendit l'air comme une lame, annonçant qu'Émilie épouserait Jacob, le fou qui vivait près des bois. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Un frisson de stupeur parcourut la foule, suivi de halètements et de rires étouffés. Le cœur d'Émilie battait la chamade dans sa poitrine tandis que les larmes montaient à ses yeux. Elle avait toujours espéré une vie tranquille et respectueuse, pas cette humiliation publique. Elle regardait Jacob, qu'on menait dehors comme du bétail. Il marchait lentement, sans croiser le regard de personne, ses vêtements en lambeaux et ses cheveux en désordre. Son visage, bien que fatigué, ne montre aucune folie, juste une douleur silencieuse. Les villageois rient plus fort tandis qu'Émilie s'effondrait sous le poids de la honte. Personne ne connaît la vérité sur Jacob, pas même Émilie. Alors qu'elle se tenait là, impuissante et humiliée, sa vie changea à jamais à cet instant, tout comme la sienne. Le mariage fut précipité, presque comme une farce. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux habits, vinrent non pas pour célébrer, mais pour assister au déroulement de la moquerie. Les femmes portaient des imprimés vifs et des foulards, chuchotant entre elles et pointant du doigt. La cérémonie eut lieu sous le vieux manguier, le même endroit où d'innombrables unions heureuses s'étaient déroulées. Mais cette fois, c'était différent. Émilie se tenait raidement à côté de Jacob, ses mains tremblant alors qu'elle tenait son bouquet fané. Le prêtre hésite avant de commencer, car même lui sentait le malaise dans l'air. Jacob ne dit pas un mot pendant toute la cérémonie. Il regardait simplement le sol, sans jamais croiser le regard d'Émilie. Quand le prêtre demanda s'il l'acceptait comme épouse, il fit un hochement de tête. Pas de sourire, pas de joie, juste un hochement de tête. Émilie envoyait les salutations des villageois la transpercer. Sa belle-mère avait un sourire suffisant, fière de ce qu'elle avait orchestré. Le prêtre les déclara mari et femme, et au lieu d'acclamations, des rires résonnèrent sur la place du village. Émilie se sentit comme un agneau mené à l'abattoir. Sa dignité bafouée, son cœur vide. Après la cérémonie, il n'y a eu aucune célébration, juste le silence. Émilie et Jacob descendent le chemin poussiéreux vers sa minuscule cabane à la lisière du village. Elle n'avait jamais été aussi humiliée. Son voile flottait dans la brise, s'accrochant aux branches basses tandis que des enfants curieux les suivaient à distance, ricanant et chuchotant. Le cœur d'Émilie battait de peur et d'incertitude. Elle ne savait pas quel genre d'homme Jacob était vraiment, seulement ce que le village prétendait, le fou, celui qui parlait tout seul, celui qui vivait seul. La demeure de Jacob était à peine plus qu'une baraque. Des murs en bois, un toit qui fuyait, et un banc unique à l'intérieur. Quand ils arrivent, il s'écarta et la laisse entrer dans la première. Pas de mots, juste un hochement de tête. Émilie entra dans le petit espace et regarda autour d'elle. C'était rangé, curieusement. Il y avait des livres empilés dans un coin, une petite couverture soigneusement pliée sur une natte, et un dessin utilisé épinglé au mur. C'était une esquisse du village, mais magnifiquement détaillée. Ses yeux s'attardèrent dessus, et pendant un instant, elle sentit quelque chose changer en elle. Peut-être y avait-il plus en lui que ce qu'on lui avait dit. Mais la peur s'accrochait toujours fermement à sa poitrine. Cette nuit-là, Émilie reste étendue, raide, d'un côté de la cabane, face au mur. Jacob reste de l'autre côté, faisant à peine un bruit. Le silence était plus assuré que les rires qu'ils avaient laissés derrière eux. Le vent bruissait à travers les trous du toit, et une faible goutte à goutte résonnait d'un endroit qui fuyait près du coin. Elle ne pouvait pas dormir. Son esprit tourbillonnait de honte, de confusion et de peur. Pourtant, pas une seule fois il ne l'approche. Pas de menace, pas de comportement fou, juste une toux occasionnelle et le craquement de son poids changeant sur la natte. Le matin, elle trouva une tasse fumante d'infusion d'herbe et une assiette d'igname rôti qui l'attendait sur le banc. Jacob n'était pas dans la cabane. Elle cligna des yeux, confondre. Il était allé au ruisseau, et quand il revint, il déposa un fagot de bois de chauffage près de la porte sans un mot.
Émilie l'observa de l'intérieur, sa curiosité grandiose. Était-ce là le fou dont parlait le village? Il ne lui avait pas parlé, mais ses actions silencieuses en disaient longtemps. Pour la première fois, elle réalisa que le village avait peut-être eu tort, ou du moins qu'il ne connaissait pas toute l'histoire. Au cours des jours suivants, Jacob resta silencieux, mais constant. Il se levait tôt, rapportait de l'eau du ruisseau et laissait de petits repas pour Émilie sans parler. Il n'élève jamais la voix, ne s'approche jamais trop. Il travaille, tout simplement. Émilie a commencé à remarquer les choses, comme la précision de ses mouvements, à commenter les étoiles avant de dormir, et à commenter la sculpture de petites figurines en bois au clair de lune. Un soir, la curiosité l'emporta. Elle s'approche de l'endroit où il sculptait et l'observa par derrière. Ses doigts bougeaient avec soin, façonnant un petit cheval dans un bloc de bois. Il se tourna lentement et lui tendit le cheval sans un mot. Leurs salutations se croisèrent pour la première fois, et quelque chose passa entre eux, un fil de compréhension fragile. Émilie prend le cheval, incertaine de la manière de réagir. C'était le premier geste aimable que quelqu'un lui avait offert depuis des semaines. Son cœur s'adoucit légèrement, même si son esprit restait sur ses gardes. Cette nuit-là, elle plaça le petit cheval à côté de sa natte avant de s'allonger. C'était une chose minuscule, mais cela répondait à un commencement. La nouvelle commença à se répandre dans le village. Les femmes au ruisseau chuchotaient qu'Émilie ne s'était pas encore enfuie. Certaines spéculaient qu'elle était devenue folle, elle aussi. D'autres disaient qu'elle était maudite. Quelques-unes dirent qu'elle devait planifier son évasion. Émilie l'ignorante. Elle se rendait maintenant au ruisseau la tête légèrement plus haute, non par fierté, mais parce qu'elle commençait à voir les choses différemment. Jacob ne parlait jamais, mais son silence avait du poids. Sa présence avait un rythme. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau, un groupe de femmes ricana et lui demanda si son fou l'avait finalement rendue muette de peur. Émilie sourit simplement faiblement et s'éloigna. Quand elle rentra chez elle, elle trouva Jacob imposant de fendre du bois épais avec une machette utilisée. Elle propose son aide. Il s'arrêta, la regardait, puis hocha doucement la tête. Pour la première fois, ils travaillèrent côte à côte. Il lui tendit les plus petits morceaux et elle les empila soigneusement. C'était silencieux mais pas inconfortable. Ce soir-là, lorsqu'elle lui tendit une tasse d'eau au lieu d'attendre qu'il aille la chercher lui-même, il la regarda longuement avant de faire un unique et doux hochement de tête. Cela témoigne d'un progrès. Les jours passèrent et Émilie commença à nettoyer la cabane par habitude. Elle balaya le sol poussiéreux, plia la natte de Jacob et rangea les livres dans le coin. Un après-midi, en réarrangeant une planche de bois inégale près du centre du sol, elle remarque quelque chose d'étrange. Elle bougeait. La curiosité s'éveilla. Elle la souleva, et dessous, soigneusement caché, se trouvait un journal en cuir utilisé. Les pages étaient remplies d'une écriture minuscule et soignée. Son souffle se coupa alors qu'elle feuilletait les premières pages. Ce n'étaient pas les divagations d'un fou. C'étaient des réflexions, des observations, des pensées brillantes. Elle s'assit et lut jusqu'à ce que ses jambes s'engourdissent. Le journal décrivait les étoiles, la politique du village, la philosophie, et même des inventions qu'il aurait souhaité pouvoir construire. Jacob avait été instruit autrefois, peut-être même riche, mais il y avait de la douleur entre les lignes. Une trahison. Quelqu'un a choisi lui était arrivé. Émilie serra fort le journal, comme si elle tenait une nouvelle vérité. Cette nuit-là, quand il revint de la forêt portant un petit lapin, elle ne détourna pas le regard. Elle exigea doucement s'il l'avait écrit. Il se fige. Son visage changea. Puis lentement, à peine plus fort qu'un murmure, il dit oui. Après cette nuit-là, Jacob commença à parler. Pas beaucoup, mais assez. Sa voix était douce, un peu rauque à force de ne pas être utilisée, mais il y avait une clarté nette dans chaque mot. Il lui raconta comment il avait autrefois étudié l'ingénierie en ville, comment il avait des plans pour des systèmes d'irrigation et des outils qui pourraient aider les agriculteurs. Mais après la mort de son père, une âpre dispute pour des terres l'avait laissé trahi par sa propre famille. Il était venu au village pour guérir, mais le chagrin, l'isolement et la trahison l'avaient brisé, et les villageois avaient pris son silence pour de la folie. Émilie sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Elle l'avait jugé, elle aussi. Maintenant, chaque fois qu'elle le regardait, elle ne voyait pas un fou,
mais un génie brisé imposait de trouver la paix. Elle a commencé à lui raconter son histoire aussi. Comment son père était mort jeune. Comment sa belle-mère s'était mariée dans la famille et l'avait transformée en servante. Comment le mariage avec Jacob était censé être une punition, mais qu'elle commençait à voir que cela aurait pu être son sauvetage. Cette nuit-là, elle ne s'endormit pas tout de suite. Elle resta éveillée, fixant le petit cheval de bois à côté de sa natte et pensant, peut-être était-ce le destin déguisé. Les ennuis arrivèrent tôt un matin quand Émilie alla seule au marché. Alors qu'elle choisissait des racines de manioc, un homme ivre tituba vers elle, se moquant d'elle parce qu'elle était la femme du fou. Il lui attrape le poignet et ricana. Émilie tente de se dégager, mais l'homme rit plus fort, attirant une petite faute. Soudain, Jacob apparut, silencieux, rapide et terriblement sérieux. Avant que quiconque ne s'en rende compte, il avait arraché l'homme et l'avait poussé si fort qu'il tomba dans un panier de piments. Jacob ne dit pas un mot. Il fixe simplement l'homme, les yeux flamboyants, jusqu'à ce que celui-ci détale comme un chien battu. La faute tomba dans un silence stupéfait. Personne ne s'attendait à ce que Jacob la défende, encore moins avec une telle rage silencieuse. Le cœur d'Émilie s'emballa. Pas de peur, mais quelque chose de plus profond. De la gratitude. De la sécurité. Elle leva les yeux vers lui, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, les poings serrés. Il lui prend la main, pas avec force, pas maladroitement, mais avec détermination, et l'entraîna loin de la faute. Alors qu'ils rentreraient chez eux, ses doigts restèrent enroulés dans les siens, et pour la première fois, elle ne voulut pas lâcher prise. Ce soir-là, Émilie prépara une bouillie d'igname au piment rôti, dont l'odeur emplit la cabane de chaleur. Jacob était assis à proximité, aiguisant un couteau sur une pierre lisse, jetant parfois un coup d'œil dans sa direction. Quand elle posa un bol devant lui et s'assit avec le sien, il y avait un étrange réconfort entre eux, comme deux vieilles âmes apprenant à parler sans mots. Alors qu'elle prenait sa première bouchée, elle le surprit en train de la fixer. Leurs salutations se croisèrent, et pour la première fois depuis son arrivée, il sourit. C'était petit, presque invisible, mais c'était réel, et cela fit fondre quelque chose en elle. Émilie lui sourit en retour, largement, honnêtement et pleine de surprise. Elle n'avait pas souri comme ça depuis des mois. Ils mangèrent en silence, mais cela ne semblait plus vide. Chaque regard, chaque respiration partagée dans cette petite pièce évoque à son propre langage. Quand le repas fut terminé, elle lava leur bol et retourna à l'intérieur pour trouver Jacob en train d'étendre la natte pour elle. Pas seulement la sienne, mais la sienne aussi. Il avait plié la sienne soigneusement, posé un pagne propre dessus. Ce n'était pas grand-chose, mais pour Émilie, cela apportait à un cadeau, le genre qui signifiait tout. Émilie regarda le vent tirer doucement sur le bord du toit de chaume, dispersant des feuilles sèches à travers l'entrée de la cabane. Elle s'était habituée au calme, mais aujourd'hui il semblait lourd, comme si quelque chose de non dit pesait entre eux. Jacob était dehors, réparant une section cassée de la clôture avec des mains soigneuses. Elle était assise sur le tabouret près de la porte, le cheval de bois sur ses genoux, son pouce traçant ses courbes, les détails gravés par ses mains autrefois silencieuses. Comment tout le village avait-il pu manquer ce qu'elle voyait maintenant si clairement? Il n'était pas fou. Il était blessé. Les gens blessés ne crient pas. Ils se cachent. Quand il entra chercher de l'eau, elle posa enfin la question qui lui brûlait la poitrine depuis des jours. Pourquoi ne t'es-tu jamais défendu? Pourquoi les as-tu laissés croire que tu étais fou? Il s'arrête au milieu d'une gorgée, abaisse la tasse et s'assit par terre à côté d'elle. Sa réponse vint lentement mais tranchante. Parce que parfois, le silence est plus sûr que la vérité. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. Elle avait vécu sa propre vie, se recroquevillant dans les pièces, marchant sur des œufs pour maintenir la paix avec sa belle-mère. Maintenant, elle le voyait non seulement comme un homme lésé, mais comme un miroir de sa propre douleur. Les villageois pensaient que le silence de Jacob était de la folie, mais ils n'avaient jamais remarqué sa discipline. Chaque matin avant le lever du soleil, il marchait jusqu'au ruisseau, non seulement pour chercher de l'eau, mais pour penser, pour respirer. Émilie le suivit une fois, pieds nus dans l'herbe couverte de rosée. Elle reste cachée derrière un arbre, l'observant assis au bord de l'eau, dessinant dans un carnet avec un bout de charbon de bois. Son visage paraissait plus jeune à la lumière matinale, moins accablé. Elle pouvait presque voir l'homme qu'il était avant qu'il ne le brise.
C'est alors qu'elle réalise que son silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la retenue. Plus tard dans la journée, elle place un tissu propre sur la table et le serre sans qu'on le lui demande. Il leva les yeux, surprise, et Émilie dit enfin. « Tu n'es pas brisée. Tu essaies juste de survivre. » Ses mains se figèrent au milieu du repas. Puis il murmura, presque craintivement. « Tu me vois. » Pendant un instant, ils restèrent assis dans l'immobilité, le poids de cette phrase planant entre eux. Elle tendit la main sur la table et toucha doucement son poignet. « Oui, je te vois. » Et pour la première fois, les yeux de Jacob s'emplirent de larmes, non de douleur, mais d'être vu. On frappa juste après midi, un coup sec, impatient et inattendu. Émilie et Jacob échangèrent un regard. Personne ne venait jamais leur rendre visite. Jacob ouvrait prudemment la porte. Debout là se tenait Margaret, la belle-mère d'Émilie, les bras croisés, les lèvres retroussées en un sourire narquois. Elle était venue, non par inquiétude, mais par curiosité. La rumeur s'était répandue selon laquelle Émilie ne s'était pas enfuie, n'avait pas perdu la tête. Les rumeurs selon lesquelles le fou était toujours sain d'esprit bouillonnaient sous les toits du village, et Margaret venait voir par elle-même. La vue de Jacob, calme, propre, maître de lui, la déstabilisa visiblement. Margaret entra sans y être invitée, ses yeux balayant la cabane avec dégoût. « Tu t'es installée chez un fou, » dit-elle. Émilie ne broncha pas. Pour la première fois de sa vie, elle ne se laissa pas démonter par les paroles de sa belle-mère. Au lieu de cela, elle se tint aux côtés de Jacob, sa voix ferme. « Je préfère être ici avec un homme bon que de pourrir dans ta maison avec la cruauté. » Les mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Les yeux de Margaret se plissèrent, mais Jacob referma doucement la porte avant qu'elle ne puisse répondre. Et juste comme ça, Émilie avait repris son pouvoir. Ce soir-là, Jacob ramena à la maison un sac de graines de maïs, quelque chose qu'Émilie n'avait jamais vu dans la cabane auparavant. Il lui dit qu'il voulait commencer un petit jardin derrière la maison, une parcelle de verdure dans la poussière. Émilie propose son assistant. Le lendemain matin, ils défrichèrent l'herbe sèche et la terre meuble derrière la cabane, côte à côte. Elle travaillait pieds nus, un rire lui échappant alors qu'elle trébuchait sur une racine cachée et tombait dans les bras de Jacob. Il la rattrapa doucement et pendant un battement de cœur de trop, ils restèrent là, ses mains sur sa taille, ses yeux plongés dans les siens. Elle sourit. Il ne la lâcha pas immédiatement. Plus tard, alors qu'il plantait les graines en rangées nettes, Jacob lui apprit à quelle profondeur placer chacune, comment la recouvrir sans l'écraser. Leurs doigts se frôlèrent souvent, et aucun ne se retira. Il y avait quelque chose de sacré dans ce sol, quelque chose de plus profond que le maïs. C'était la confiance, la connexion, un prêté épanouissement de cœur longtemps enfoui sous la honte. Alors que le vent agitait la terre fraîchement retournée, Émilie lui murmura un merci silencieux, à elle-même, et peut-être même au destin. 2 semaines plus tard, un petit garçon apparut à leur porte, tenant un chèvre à la patte ensanglantée. Il s'appelait Daniel, le fils du potier. Les villageois lui avaient dit que Jacob avait autrefois recousu l'aile cassée d'une poule. Alors peut-être, juste peut-être, pourrait-il aussi aider la chèvre. Émilie ouvre la porte, s'attendant à ce que Jacob renvoie le garçon. Au lieu de cela, il prit l'animal sans un mot, le déposa sur une natte de paille et commença à travailler. Émilie regardait en silence pendant qu'il nettoyait la blessure avec des herbes bouillies et l'enveloppait soigneusement dans un tissu. Ses mains bougeaient comme s'il l'avait fait 100 fois. Le lendemain, Daniel revient avec sa mère, 2 voisins et une autre chèvre malade. La nouvelle s'était répandue. Un par un, les gens commencèrent à arriver, non pas pour rire, non pas pour insulter, mais pour demander de l'aide. Il périodiquement prudemment, incertain si Jacob répondrait, et il le fit, pas avec des sourires, pas avec des discours, mais avec compétence. Il soigna les blessures, répare les paniers cassés, répare les sandales d'une vieille femme. Lentement, silencieusement, l'homme qu'ils avaient ridiculisé devint celui dont il dépendait, et debout à ses côtés, Émilie sentit une étrange fierté fleurir dans sa poitrine. C'était son mari. Le ciel s'ouvre sans prévention. La pluie s'abat en trombe. La foudre zébra l'horizon tandis que le tonnerre grondait sur le village. Émilie se précipita pour ramasser leurs vêtements qui séchaient sur la corde tandis que Jacob sécurisait le bois de chauffage sous l'auvent. À l'intérieur de la cabane, l'eau s'infiltrait par le toit,
formant des flaques dans les pièces. Mais au lieu de frustration, Jacob déplaça calmement des pots sous les gouttes et tendit à Émilie un chiffon sec. Ils travaillèrent côte à côte dans le chaos, sans élever la voix, sans paniquer. C'était la première tempête qu'ils affrontaient ensemble, et il y avait quelque chose de symbolique là-dedans. Alors que la nuit tombe, la tempête s'intensifie, hurlant comme une bête sauvage à l'extérieur. Jacob alluma leur lanterne en terre cuite, et ils s'assirent ensemble sur la natte avec une couverture partagée. L'eau goûtait toujours du plafond, mais elle ne semblait plus froide. Jacob parle doucement de son passé. Sa mère qui lui avait appris à soigner les animaux. Son rêve de construire un jour une clinique dans le village. Émilie se pencha contre lui, écoutant non seulement avec ses oreilles, mais avec son âme. L'étiquette de fou n'avait plus sa place ici. Dans cette petite cabane à la lumière vacillante et au toit qui fuit, Jacob ne s'était jamais senti plus humain. C'était juste après le lever du soleil quand les gardes du chef Donovan apparurent à leur cabane. Les villageois avaient chuchoté à propos des guérisons de Jacob, de ses outils, de son intelligence tranquille. Le chef, un homme vieillissant qui dirigeait le village depuis plus de 3 décennies, voulait rencontrer le soi-disant fou qui soignait maintenant son peuple. Émilie sortit, le cœur battant, tandis que Jacob se tenait derrière elle, calme comme toujours. Le chef lui-même descendit de la voiture, s'appuyant sur un bâton sculpté, ses yeux perçants scrutant Jacob de la tête aux pieds. Il n'y avait pas de rire cette fois, seulement de la curiosité. Le chef Donovan entre dans la cabane et s'assit sur le tabouret en bois sans y être invité. Il interrogea Jacob sur son travail, comment il savait guérir, où il avait appris ses compétences. Jacob répondit simplement, provoquant son parcours en ingénierie en ville, sa honte, et ce qu'il avait construit en silence. Le chef écouta, sans interrompre une seule fois. Quand ce fut terminé, il se leva, sortit et s'adressa à la foule qui s'était rassemblée. « Cet homme, dit-il, n'est pas fou. Il est sage. Et cette femme n'est pas maudite, elle est bénie. » Et juste comme ça, tout changea. Le changement vint comme des ondulations dans un étang. Quelques jours après la déclaration du chef, les mêmes villageois qui se moquaient autrefois de Jacob commencèrent à lui apporter des outils, de la nourriture, et même des bouts de métal et de bois. Il recommande de construire, lentement, méthodiquement. Émilie aidait à trier les fils et à laver les outils, émerveillée par les dessins qu'il esquissait sur de vieilles feuilles de palmier. Il ne se contentait plus de réparer des choses. Il inventait. Avec Émilie à ses côtés, il répare une poulie à eau cassée, puis conçoit un nouveau fourneau en utilisant des tôles de métal mises au rebut. Les enfants se rassemblaient quotidiennement pour le regarder travailler. Il n'était plus le fantôme du village. Il était l'esprit derrière sa renaissance. Émilie voyait tout cela comme un rêve qui se déroulait. Quelques semaines auparavant, elle avait été forcée à ce mariage en guise de punition. Maintenant, elle se tenait à côté d'un homme dont les mains remodelées étaient toute une communauté. Le soir, ils traversaient le village côte à côte. Personne ne riait plus. Certains la saluaient la tête basse. D'autres lui offriraient de la nourriture ou des fleurs en guise d'excuse. Elle acceptait tout avec une grâce tranquille. Non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle s'était élevée, et tout le monde le voyait maintenant. Au fond d'un coffre en bois, sous des pagnes pliées et de vieux pots, Émilie a trouvé une robe qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle était bleu ciel, simple mais élégante, avec de fines coutures le long du col, clairement fait avec amour. Elle la tint en l'air et se tourne vers Jacob avec un sourire curieux. À qui était-ce? Il la regarda un instant, puis dit doucement, « Je l'ai faite pour ma fiancée. » Il y a longtemps. Émilie se figea, le cœur battant. Il avait cru autrefois qu'il aurait une vie normale, une union joyeuse, et il s'était accroché à ce rêve même en exil. Ce soir-là, sans dire un mot, elle porte la robe. Quand Jacob la vit, il se figea. Pour un homme qui parlait rarement, son silence en disait maintenant plus que n'importe quel mot. Il tendit lentement la main et prit la sienne. Ils ne dansèrent pas. Il n'y avait pas de musique, mais ils restèrent là, au centre de leur minuscule cabane, front contre front, leur cœur battant enfin à l'unisson. Dans cette étreinte silencieuse, Émilie se sent comme une épouse. Pas celle dont on s'était moqué, mais celle que le destin avait toujours voulu qu'elle soit. Jacob offrait rarement des cadeaux, mais un matin, Émilie trouva quelque chose de nouveau à côté de sa natte. Une plaque de bois sculpté, lisse et polie,
avec son nom gravé dessus en lettres parfaites. Émilie. Rien de plus. Pas de titre, pas d'embellissement, juste son nom. Elle le traça du bout des doigts et sentit des larmes lui piquer les yeux. Personne n'avait jamais célébré son existence si simplement, si purement. Dans un monde qu'il avait autrefois réduit à un fardeau, une épouse ou une blague, voici la preuve qu'elle comptait, non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour qui elle était. Elle courut dehors pour trouver Jacob, qui nettoyait ses outils près du jardin. Elle brandit la plaque comme un trophée. « C'est toi qui as fait ça. » Il hocha la tête. « Je te vois, » dit-il doucement. « Et je veux que le monde sache qui tu es. » Elle ne m'est pas s'en empêcher. Elle le serra fort dans ses bras, farouchement. Personne ne l'avait jamais tenu avec une telle révérence silencieuse auparavant. Dans cette étreinte, entourée de plantes de tomates et de terre rouge, Émilie comprit quelque chose qui lui coupa le souffle. Ce n'était plus de la survie. C'était de l'amour. Le village organise une réunion cette semaine-là, un forum où les villageois ont pu soulever des préoccupations et proposer des idées pour améliorer la vie communautaire. Normalement, Jacob serait resté en retraite, mais cette fois, Émilie le convainquit d'y aller. Elle se tint à ses côtés, sa présence calme et inébranlable. Quand ce fut leur tour de parler, Jacob hésite, les lèvres entr'ouvertes, les mots coincés. La faute attendue. Certains des anciens sceptiques se penchèrent en avant, souriant narquoisement. Alors Émilie s'avança. Sa voix résonna clairement alors qu'elle parlait du nouveau fourneau que Jacob avait construit. La poulie à eau réparée, les chèvres qu'il avait guéries. Chaque phrase enlevait une autre couche des mensonges auxquels ils avaient cru autrefois. Quand elle eut fini, le silence remplit l'air. Et puis des applaudissements. De vrais applaudissements. Pas polis, pas hésitants, authentiques. Quelques anciens se levèrent même. Le chef hocha la tête depuis son siège, un petit sourire sur son visage buriné. Jacob regardait Émilie comme s'il la voyait pour la première fois. Elle ne s'était pas seulement tenue à ses côtés pour lui. Elle l'avait élevé, lui avait donné une voix. Cette nuit-là, quand ils reviennent à leur cabane, il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Il lui tint simplement les mains, l'embrassa sur le front et expira pour la première fois depuis des années. Une camionnette poussiéreuse entre dans le village par un après-midi chaud, soulevant les sourcils et des traînées de terre rouge. En descendant un homme grand, rasé de près, en chemise repassée et lunettes de soleil, clairement pas du coin. Il exigea Jacob par son nom. La nouvelle se répandit rapidement et bientôt une foule se forma alors que l'étranger se dirigeait vers la cabane de Jacob. Émilie se tenait sur le seuil tandis que l'homme se présentait comme Michael, le cousin de Jacob de la ville. Il parut stupéfait de voir Jacob vivant et bien portant. Ses yeux s'attardèrent sur Émilie, puis sur la cabane, puis de nouveau sur Jacob, incapable de cacher son incrédulité. À l'intérieur de la cabane, Michael admet qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Jacob avait perdu la raison. Il avoua avec honte que la famille l'avait laissé partir, croyant que c'était mieux ainsi. Mais voir Jacob maintenant, calme, respecté, marié, le laissa sans voix. Il s'excuse non seulement auprès de Jacob, mais aussi auprès d'Émilie. Elle l'accepte d'un signe de tête, mais la blessure persistait. Jacob dit peu de choses, mais ses yeux brillaient d'un feu intérieur. Ce soir-là, alors que la camionnette s'éloignait, Émilie posa sa main sur la sienne. « Tu ne leur dois rien, » dit-elle doucement. Et pour la première fois, Jacob répondit « Je sais ». Une semaine après la visite de Michael, une lettre arrivait, soigneusement pliée et apportée par un jeune garçon à bicyclette. Elle était timbrée et scellée, une vision rare dans le village. Jacob l'ouvre avec précaution, ses yeux parcourant le contenu. Son cousin était retourné en ville et avait parlé à un professeur d'université qui admirait autrefois le travail de Jacob. La lettre lui offre une place dans un nouveau projet d'ingénierie agricole, quelque chose qui pourrait bénéficier non seulement au village, mais à toute la région. Jacob resta figé, le papier tremblant légèrement dans ses mains. Émilie l'attrapa, lisant par-dessus son épaule. Ses yeux s'écarquillèrent de fierté. Plus tard dans la nuit, ils s'assirent près du jardin, silencieux sous le clair de lune. Il n'avait pas dit s'il irait, elle ne le pressa pas. Au lieu de cela, elle posa sa tête sur son épaule et murmura « Tu n'as pas besoin de partir pour compter. Mais si tu le fais, je serai toujours là. Toujours. » Jacob se tourne vers elle,
sa voix basse et ferme. Je ne te laisserai pas derrière. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble. Le vent agita doucement les plantes de maïs comme s'il acquiesçait aux vœux qu'ils suivent de faire. Le lendemain matin, Jacob se réveilla avant le soleil et marcha jusqu'à la lisière du village où la terre rencontrait les bois. Il reste là longtemps, regardant le brouillard dériver sur les champs qu'il avait autrefois évités. Le village ne le craignait plus. Il le respectait. Mais cette offre, ce retour au monde qu'il avait autrefois brisé, remuait de vieilles blessures. Quand il rentra chez lui, Émilie était déjà debout, balayant le devant de la cabane. Il lui tendit la lettre et dit simplement « Allons-y ». Ses yeux cherchèrent les siens, et elle sut qu'il ne retournait pas en courant vers le passé. Il construisait un avenir. Alors que la nouvelle se répandait, les villageois se rassemblèrent à nouveau, mais cette fois pas avec des rires ou des moqueries. Ils apportèrent des cadeaux, du poisson séché, des ignames, des nattes tissées, de petits témoignages de remerciements. Même Margaret arrive, plus silencieuse que d'habitude, offrant à Émilie une bague de famille défraîchie. Émilie la prit, non par sentimentalisme, mais comme un symbole de ce qu'elle était devenue, quelqu'un digne d'honneur, même de la part de ses ennemis. Le chemin vers la ville serait long, incertain. Mais avec la main de Jacob dans la sienne et le village derrière eux, elle ne craignait plus l'inconnu. La charrette grinçait le long du chemin de terre alors que Jacob et Émilie quittaient le village derrière eux. Ils étaient assis près de l'un de l'autre, sa main serrée fermement dans la sienne, le soleil se levant devant eux comme une promesse. Derrière eux, les villageois agitaient la main, certains souriant, d'autres les larmes aux yeux. Les mêmes personnes qui riaient autrefois se tenaient maintenant en silence, honorant le voyage qui avait commencé dans la honte mais s'achevait dans la dignité. Émilie regardait par-dessus son épaule une dernière fois et vit la cabane devenir plus petite au loin. Mais dans son cœur, il n'avait jamais été question de la cabane. Il s'agissait de l'homme à ses côtés et de l'amour qu'ils avaient construit sur des ruines. Ils atteignirent la ville des semaines plus tard. Mais le vrai voyage avait commencé bien avant. Dans les amphithéâtres et les laboratoires de conception, Jacob apporte la sagesse du village aux idées modernes. Émilie a lancé un petit groupe de sensibilisation, enseignant aux filles qu'elles n'étaient pas nées pour être piétinées ou punies. La nuit, il retournait dans un appartement tranquille où des sculptures en bois bordaient le rebord de la fenêtre, chacune faite par les mains de Jacob. La dernière qu'il avait faite était d'elle, et dessous, gravés simplement dans le bois, se retrouvent les mots « Elle m'a sauvé ». Morale. Ne jugez jamais une personne d'après les murmures des autres ou les cicatrices qu'elle porte en silence. La vraie force est souvent cachée dans l'humilité. Et le véritable amour n'est non pas de la perfection, mais de la patience, de la compréhension et du courage. Ce dont les autres se moquent aujourd'hui peut devenir la chose même qu'ils admireront demain. Parfois, les plus grandes bénédictions arrivent enveloppées dans ce qui semble d'abord être de la honte. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, liker, et de vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter plus d'histoires intéressantes chaque jour. Merci.